Qui je suis, ça va être compliqué de le dire en quelques mots et je pense que ça va surtout transparaître à travers toute notre conversation. Bon, je me prénomme Guillaume, ça c'est connu. Je suis remarié après une vie amoureuse ou affective un peu tumultueuse parfois. Psychopraticien et j'ai eu plusieurs vies. Je suis issu d'une famille catholique très traditionnaliste. C'est que je suis né au Vietnam, que j'ai eu une maman de cœur vietnamienne. Je crois profondément qu'un des buts de ma vie, c'est l'expansion du champ de conscience. Le chemin parcouru, quand je l'ai commencé, j'aurais jamais soupçonné ça. Je faisais plutôt partie de ceux qui croient que la thérapie, c'est pour les fous et que je n'étais pas fou et que j'avais sûrement pas besoin de ça. J'étais aussi complètement prisonnier de cette culture familiale. Aujourd'hui, j'en suis à 1000 lieues, très très loin de tout ça, complètement libéré. J'ai 70 ans. Aussi, alors, tout ça a développé chez moi un alcoolisme qui s'est installé progressivement à bas bruit, mais qui a pris toute sa place et même plus que sa place, puisque j'étais jusqu'à 47 ans alcoolique profond. Je n'ai pas d'autre mot. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour, bah écoute, ça va bien. Ça me fait bizarre d'être ici, mais c'est chouette en même temps. C'est marrant parce que finalement on inverse un peu les rôles dans tout ça. Complètement. Parce que bon, bah, tu es toujours mon thérapeute parce que je risque de te passer encore deux, trois coups de fil pendant l'année, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en général, c'était plutôt toi qui me posais des questions. Ouais, eh ben écoute, c'est très bien comme ça. De toute façon, ça montre bien qu'on est à égalité, qu'on est tous les deux des humains. Et c'est bien ça qui compte. Totalement. Et d'ailleurs, c'est une belle transition. On est tous les deux passionnés par l'humain. Ouais, On a tous des parcours de vie. Et on n'a pas fini d'ailleurs. Tant qu'on vit, on est toujours sur le chemin. on grandit. On grandit tout le temps, toutes les minutes. Euh, je pense même à mon père, je pense, je sais pas moi, l'année avant qu'il ne décède, où je pense quand je le regardais dans ses yeux, je voyais toujours la personne qui était encore en train d'apprendre et qui peut-être était tombée de haut pendant sa maladie, parce qu'il il y a certaines vérités qui apparaissent, on finit jamais d'apprendre. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'avoir un échange comme on les aime, c'est-à-dire un échange simple, naturel, vrai. Et du coup, je commencerai par te poser une question simple. Est-ce que tu peux te présenter et dire un peu, au fond, qui tu es? Qui je suis, ça va être compliqué de le dire en quelques mots et je pense que ça va surtout transparaître à travers toute notre conversation. Mais je dirais que, en premier abord, bon, je me prénomme Guillaume, ça c'est connu. Je suis remarié après une vie amoureuse ou affective un peu tumultueuse parfois. Père de deux enfants, beau-père de deux autres enfants, grand-père de six petits-enfants, psychopraticien et j'ai eu plusieurs vies. Et ça, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus déjà. Je suis issu d'une famille catholique très traditionnaliste, donc imprégnée de cette culture-là, même si je m'en suis complètement dégagé. Enfin, même si j'ai plutôt repris ma liberté par rapport à cette culture, mais aussi imprégné d'autres choses et qui compte beaucoup, même si c'est installé à bas bruit, c'est que je suis né au Vietnam, que j'ai eu une maman de cœur vietnamienne, et quand j'en parle, je sens l'émotion qui monte, et qu'elle m'a élevé comme une vraie maman, et d'ailleurs, le vietnamien est ma seconde langue maternelle, même si je l'ai oublié depuis. Et ce qui explique aussi beaucoup de choses, en particulier une certaine attirance vers le bouddhisme,
Et je pense que ça se voit derrière moi. Voilà. Et puis, je rajoutais ça, je crois que c'est important, on vient d'échanger quelques mots là-dessus. Je crois profondément qu'un des buts de ma vie, c'est l'expansion du champ de conscience. C'est-à-dire une conscience de plus en plus large, et c'est là où le chemin n'est jamais fini. Mais c'est quelque chose qui structure ma vie depuis très longtemps. Mais alors là, je vais devoir te demander d'en dire plus. Sur l'expansion du champ de conscience, Mhm. bah C'était écoute, pas prévu, mais c'est intéressant. non, c'était pas prévu, mais là tu me prends un peu de cours, il faut que je réfléchisse. 3 secondes. Euh, c'est juste en fait le fait d'avoir conscience de plus en plus de choses. Et au lieu d'avoir une conscience complètement centrée sur soi, sur ses propres petits soucis, sur ses propres petites sensations et la plupart du temps sur ses propres petites peurs, prendre conscience en fait qu'on est parti d'un grand tout et que ce grand tout, il est constitué des autres humains et tu en fais partie et notre échange fait partie de cet échange-là. Mais non seulement les humains, mais toute la vie autour de nous, et j'inclus une vie au sens très large, là. La vie animale, mais aussi la vie végétale. On est partie prenante d'un grand univers. Et pour moi, l'extension du champ de conscience, c'est d'intégrer de plus en plus tout cet univers dans ce qui fait ma vie. Je ne sais pas si ça répond bien. Ça répond merveilleusement bien. Voilà, ça, on commence fort la conversation. Donc, avec tout ce que tu as dit, comment dire, si aujourd'hui tu devais, on va partir du plus général pour le moment, si tu devais regarder ta vie professionnelle et ta vie personnelle aujourd'hui Mhm. par rapport au chemin parcouru, donc si tu devais faire un résumé du chemin parcouru, mais vraiment très bref au niveau perso et au niveau professionnel. Comme ça pourrait nous permettre de planter le décor un petit peu. Le chemin parcouru, quand je l'ai commencé, j'aurais jamais soupçonné ça. Déjà, c'est complètement clair. Et déjà, à l'époque, je faisais plutôt imprégné comme je l'étais, hein. Je faisais plutôt partie de ceux qui croient que la thérapie, c'est pour les fous, et que je n'étais pas fou et j'avais sûrement pas besoin de ça. Alors, me retrouver de l'autre côté de la barrière aujourd'hui, c'est un sacré truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'étais aussi complètement prisonnier de cette culture familiale. Enfin, familiale, dans la culture dans laquelle j'ai été baigné. Aujourd'hui, j'en suis à 1000 lieues, très très loin de tout ça, complètement libéré. Et même avec, sur beaucoup d'endroits, même si je ne vais pas tout renier, mais à beaucoup d'endroits, une vision complètement inverse de celle que j'avais. Et en l'occurrence, beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aimant aussi. Bon, alors c'est quoi la vision que tu avais à l'époque? Si on repart au début. Parce que bon, est-ce qu'on peut dire ton âge ou pas? J'ai 70 ans. Ouais, tu les fais pas. Donc au tout début, le jeune Guillaume, comment il démarre dans la vie et comment est-ce qu'il est? Parce que tu dis, tu as milieu de qui tu étais ou comment tu étais quand tu étais plus jeune. Le jeune Guillaume, le jeune Guillaume, il vit dans un univers extrêmement réduit. Il vit à la campagne, il va pas à l'école parce que ses parents trouvent que l'école n'a pas un niveau suffisant. Et il vit à une trentaine de kilomètres d'une ville qui s'appelle Angers et qui à l'époque n'était pas une ville immense, c'était vraiment la province. Donc très loin de tout, loin de relations familiales, enfin, loin de relations amicales
avec des gens de mon âge et je me souviens du moment de panique que j'ai eu quand je me suis retrouvé au collège, pensionnaire, du jour au lendemain. J'avais jamais vu autant d'enfants que ça. Donc, Donc, loin des autres et finalement jeté comme ça après. jeté dans la fosse, la fosse aux lions, hein. Hmm. Ça a été un de mes traumatismes. Mais le jeune Guillaume, il vit dans cet univers, alors à la fois très, très rural, très campagnard, hein, avec des animaux autour, et ça, c'était très chouette, mais humainement aussi très, très réduit. Et donc, dès qu'il se retrouve en société, il ne sait pas faire. Normal parce qu'on t'avait pas donné les clés au début, ça faisait pas partie de ton environnement. Et puis du Voilà. jour au lendemain, boum, là il faut apprendre à nager. Il faut apprendre à nager, et c'est amusant parce que j'avais très, très peur de l'eau. Et on m'a appris à nager en me jetant à l'eau. Et débrouille-toi, et je me souviens encore de ceux qui me tapaient sur les doigts pour que je ne me raccroche pas à la barque. Et ça a été un peu ça, l'apprentissage de la vie sociale, à tel point que j'ai passé ma première semaine de pensionnat à l'infirmerie pour échapper à cette horreur. Alors quand tu décris ça, en fait, ça paraît extrêmement violent. Même l'image de la personne qui essaie d'apprendre à nager et on lui tape sur les doigts enfin, pour pas qu'il s'accroche au bord. Pff, sans vouloir me jouer les thérapeutes que je ne suis pas, je suis juste coach. Qu'est-ce que... il y a certainement un traumatisme derrière. Enfin, c'est quand même assez violent. À cette époque-là, comment tu vis les choses? Qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est quoi les difficultés majeures? Ben, il y a un vrai traumatisme, et Mm, je te dis qu'il me tapait sur les doigts pour m'empêcher de me raccrocher à la barque. mm. Pas une image, c'est une réalité. Ouais. Et de fait, il y a un vrai traumatisme. Et avec mon recul de thérapeute aujourd'hui, je sais bien que c'était un univers traumatique. Mais c'était mon univers normal, Mm, c'était ma vie de tous les jours. Et donc, c'est un univers qui me semblait être la vie, tout simplement, avec tous ses côtés pénibles. mm. Ah, très franchement, je n'avais pas une vie très drôle, hein. Et je pense que j'étais pas un gamin très, très drôle ni très heureux non plus. Mais c'était mon quotidien. Bon. Donc si j'imagine le petit Guillaume, donc là, il avait quel âge? Il avait entre 4 et 10 ans à peu près. Donc il souriait pas beaucoup. Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il était sensible, émotif ou il était Non, plutôt introverti? il était plutôt timide, introverti, mais aussi coléreux, Coléreux? très coléreux. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé la mise. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose à l'intérieur de moi. C'était absolument pas conscient, je pense, mais quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était pas d'accord avec ça et qui ne voulait pas se laisser faire. Qui ne savait pas trop comment s'y prendre, hein, donc la colère était son moyen. Hmm. Mais quelque chose déjà sentait et refusait ça. Et les résultats à l'école étaient comment? Bon, tant que j'étais en cours par correspondance avec ma mère, les résultats étaient excellents, parce que j'avais beaucoup de facilité, je ne peux pas le nier non plus. Après, quand je suis rentré au collège, ça a été, alors en sixième, plutôt pas trop mal, et après, ça a été une lente dégradation, jusqu'à ce qu'en quatrième, avec le recul, je dirais que je fasse une dépression, tout simplement. Et au premier trimestre, j'étais dernier de la classe parce que, parce que je voulais pas être là, tout simplement. Tu voulais être où? Je crois que je voulais retourner dans mon cocon campagnard que je connaissais bien et qui était confortable. Je voulais retourner dans ma campagne à battre les champs et à faire des choses comme ça. Et donc, si tu devais analyser aujourd'hui et te dire quelles étaient les difficultés que tu pouvais avoir avec
avec les personnes autour de, avec, enfin, ton environnement. C'était quoi les difficultés? C'était le côté, les relations interpersonnelles avec les autres. C'était une douleur intérieure. Je crois que je manquais énormément d'estime de moi et de confiance en moi. Alors j'étais relativement adaptable, donc j'ai réussi à faire un trou à peu près correct. Mais malgré tout, je ne savais pas trop comment faire. Malgré tout, je me sentais maladroit. Malgré tout, j'étais jamais très sûr de moi, ni jamais très à l'aise. Ouais, sentiment d'être inadéquat. Et, pardon, et du coup, enfin, aujourd'hui, comment tu expliques ce manque de confiance en toi à l'époque? C'est quoi la source de tout ça? Bah, déjà, le fait de ne pas avoir appris. Mm. Parce que quand on ne va pas à l'école de 4 à 10 ans, c'est justement l'âge où on fait énormément d'apprentissage. Et là, il n'y Mm. a pas eu. Donc, il a fallu réinventer plus tard, mais à partir de pas grand-chose, en fait. Il y a ça, et puis aussi cet environnement familial bah, qui n'a pas du tout favorisé l'estime de soi ni la confiance en soi. Mais alors au contraire, tout Ok. contribue à réduire, donc ça pouvait difficilement coller. Ok, on ne rentrera pas dans les détails, mais bon, toujours Non. est-il que ça, ça, J'aurais juste rajouté un truc, tu vois, c'est que je me souviens de cette anecdote-là. Bon, j'étais un peu plus âgé, je devais avoir 15 ou 16 ans. Mais un jour, ma mère m'a fait une réflexion, je ne sais plus exactement laquelle. Ma réponse a été de lui demander de se taire, parce que je ne lui ai pas demandé à venir au monde. tu lui as dit que tu n'avais pas demandé à venir au monde ou tu l'as pensé, Ouais. tu lui as pas dit? Non, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit. Je vous ai rien demandé, c'est vous qui m'avez amené là. Donc maintenant, fichez-moi la paix. Et Hmm. ça trace aussi, ça retrace cette idée que j'avais que j'étais pas bien là. Et qu'en fait, si j'avais eu le courage, je pense que j'aurais pu me foutre en l'air. J'avais pas ce courage-là. Mais je voyais pas l'intérêt d'être là, en fait, à 15 ans ou à 16 ans. Ah, c'est dur d'entendre un truc comme ça quand tu te dis que quand tu as 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans, la vie est belle, tu découvres la vie, tu te découvres en tant que jeune homme, jeune femme, les amis, les copains, les copines. Non, rien de tout ça. Pas pour moi, en tout cas. Non, non, complètement. Donc finalement, tu deviens un jeune homme, finalement, tu rentres dans le monde du travail. Comment ça se passe, le fait d'accéder au monde du travail? Donc là, je veux dire, c'est un monde de contraintes quand même, hein. Bon, alors, il s'était quand même passé quelques années hein, entre le jeune homme qui est enfin, entre le collégien et celui qui va dans le monde du travail. Hein. Mm. Quelques années aussi où j'ai pris beaucoup de liberté. J'ai commencé à ce moment-là, en fait. J'ai commencé à m'éloigner de l'Église catholique. J'ai commencé à sortir du schéma familial. À l'époque, je voulais être officier des haras, et ce qui a structuré mes études derrière. Et puis j'ai laissé tomber ce truc-là aussi. Donc j'avais pris déjà beaucoup de liberté. Et puis autre chose aussi, avant de rentrer dans le monde du travail, j'ai passé en Algérie. J'ai vécu 2 ans en Algérie en tant que coopérant, qui a été très ouvrant aussi et qui a beaucoup correspondu à oui, une ouverture, une prise de liberté, une indépendance d'esprit. Qu'est-ce que ce voyage, cette expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté déjà que c'est assez marrant. Je me souviens d'une toute première, le premier jour où j'étais en Algérie. On était en convoi en voiture pour rejoindre un lieu de rendez-vous avec tous les coopérants de mon contingent. Donc on était peut-être je sais pas, une vingtaine de voitures à se suivre et puis on a fait une pause.
C'était sur une hauteur devant la plaine de la Mitidja, pas très loin d'Alger. On dominait la plaine. Et là, j'ai senti que j'étais chez moi. Et peut-être que ça a été le début d'une reconnexion. Je m'étais jamais senti chez moi en France. Et là, j'ai eu cette profonde intuition. Je suis chez moi. Donc une reconnexion. Bon, et puis la rencontre avec la culture de l'Algérie à l'époque, en l'occurrence, la culture de l'autre, j'avais appris l'arabe, c'était très ouvrant tout ça. Et voir aussi que l'autre peut être tellement différent et tellement proche. Hmm. Intéressant. Mais de toute façon, toi, t'étais né au Vietnam, c'est bien ça. J'étais né au Vietnam, mais à l'époque, Donc, je savais que j'étais né au Vietnam, mais j'avais pas de reconnexion encore avec le Vietnam. ouais, mais t'es quand même né à l'étranger. Donc, pour moi, ça Oui, marque quand même. Il y a quelque chose. ça a marqué très fort, évidemment. Je Hmm. m'en suis rendu compte après. Complètement. Et on va sûrement en parler. Ok, si on accélère un tout petit peu et on pense à ta vie, aux faits marquants, comment dire, on va dire qu'on a tous des choses avec lesquelles, je dis pas des choses qu'on combat, mais on a tous eu des challenges dans nos vies. Certaines personnes, ça peut être des traumatismes, etc. Après, on peut. Toi, je sais qu'il y a eu, il y a eu quelque chose que tu as, que tu mis du temps à un peu sortir de ta vie. Euh, J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce que je pense qu'il y a Ouais. plein de gens qui vont bénéficier de ton expérience. Donc, je vais un peu droit dedans, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Alors, je vais dire quelques mots déjà des grandes choses qui ont cadencé ma vie. Bah, la première, c'est le Vietnam, où je suis né au Vietnam et j'ai été arraché du Vietnam à l'âge de 4 ans. Et je crois que c'était le premier traumatisme, parce que mes parents m'ont emmené comme à l'époque on emmenait un enfant de 4 ans dans leur bagage. Moi, j'ai rien compris, mais j'ai perdu ma maman vietnamienne ce jour-là. Et j'ai jamais revu depuis. Et là encore, je sens que ça monte. Euh, Hmm, je l'ai dit quelques mots sur mon passage à la campagne, avec les hmm. chiens, les chats, mais pas trop d'humains. Donc, la rencontre avec tous les humains en sixième a été complètement traumatique. C'est marrant, je l'ai perdu. C'est à ce moment-là que je suis devenu myope. Et ma vue n'a jamais bougé depuis. Ça marque dans le corps aussi, ça. Et ça, je fais juste une pause là-dessus. C'est super Ouais, important, la connexion entre le corps et l'esprit que beaucoup de gens ne réalisent plus, en fait. On ne sait pas à quel point c'est connecté parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. ouais. Et quand tu as partagé cette anecdote avec moi, j'avoue que j'avais jamais entendu une histoire pareille. Le choc, le stress, à ce moment-là, tu perds ta vue, plus ou moins. Oui, oui, C'est fou. plutôt plus que moi d'ailleurs. Et en 3 mois, et le premier trimestre de sixième. Et depuis, ça n'a jamais bougé. Et tu sais quoi? Attends, j'ai juste une pensée. Comme je suis spontanée, je vais le dire. C'est un truc de fou. Vu que tu es quand même mon thérapeute, il faut quand même que je le dise. Quand j'étais jeune, je me sentais pas aimée, pas, enfin, c'est non, on connaît l'histoire, toi et moi. Et je me souviens, ma mère m'avait dit que je lui avais dit, tu sais, maman, à l'époque, j'avais dit j'ai mal aux yeux. Pourquoi je Mhm. porte des lunettes? C'est parce que je suis jalouse. Et je, Euh, et là, c'est marrant parce que tu parles de ça et ça m'est revenu. Et je me suis dit, bref, c'était juste une parenthèse, mais je trouve que il y a l'intuition, des choses inconscientes des fois qu'on dit, mais qui sont vraies. C'est fou. l'intuition parle bien Hmm. et Erickson soutient que l'intuition est située dans le corps. Il y a une part d'intelligence dans toutes les cellules, de toute façon. Mais oui, et une part de conscience aussi pour rejoindre ce qu'on Ouais, disait tout à l'heure. complètement. Donc vas-y, continue. Alors, il y Donc, a eu ça, il y a eu aussi ma rencontre avec les catholiques et qui a été bon, je ne m'étendrai pas sur les genoux d'un certain confesseur que j'ai bien connu, les genoux, je veux dire. Après, que dire? Si ce qui a vraiment marqué aussi, alors, tout ça a développé chez moi un alcoolisme
qui s'est installé progressivement à bas bruit, mais qui a pris toute sa place et même plus que sa place, puisque j'étais jusqu'à 47 ans alcoolique profond. Je n'ai pas d'autre mot. Et je pense que je suis passé pas loin d'en mourir, et ça a été complètement catastrophique dans ma vie, cette affaire. Alors, ce qui n'a pas empêché d'avancer par ailleurs, parce que j'avais mes tendances profondes, je veux dire, mes aspirations profondes. Mais l'alcool commence à vraiment prendre sa place à partir de mes 16 ans, quand je suis devenu étudiant. Hmm. Alors, c'était pas encore dramatique à cette époque-là, mais déjà à l'époque, je choisissais mes amis en fonction de la disponibilité du whisky quand j'allais les voir. Ce qui est quand même pas rien. Donc à 16 ans, l'alcool était déjà critère structurant de mes relations sociales. Mais en même temps, ça montre quand même une certaine intelligence. Faut quand même on peut en rire aujourd'hui, on peut sourire, mais ça montre une certaine intelligence. Tu avais une stratégie quand même. Ah ben il y avait une stratégie complètement, oui, oui. Mais en plus de ça, enfin, il faut quand même pas se tromper, l'alcool c'est un outil merveilleux, hein. C'est génial l'alcool, faut pas le perdre de vue non plus. Pour moi, c'était la solution à beaucoup de difficultés. Quand j'avais un coup dans le nez, j'étais sûr de moi, je me sentais beau, je me sentais intelligent. Ça me permettait de lâcher les chevaux. Et quand je lâchais les chevaux comme ça, j'avais du succès. Tu avais du succès avec qui? Avec les garçons aussi bien qu'avec les filles. Pas sur le même plan, Hmm. pas sur le même registre, mais j'avais du succès avec tout le monde. Je me souviens, j'étais étudiant à Rennes, je me souviens d'une fois où j'avais pris une cuite monumentale. Je me souviens que j'ai pris la cuite, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé pendant la cuite. Mais pendant plusieurs mois après, j'avais des gars qui venaient me taper dans le dos avec un immense sourire en me demandant comment ça allait. Et Hmm. visiblement, on était potes. Je me souvenais pas d'eux. Ouais. Et ça, c'est un truc, on a tous, enfin moi, quand j'ai commencé à picoler, bah, c'était c'était à l'université, hein, les soirées, enfin c'est totalement accepté, c'est normal. Mais on se rend pas compte quand même que ça part dans l'excès des fois, et tout le monde, on n'est pas égaux par rapport à l'alcool. Il y a des gens qui arrêtent, puis il y a des gens qui continuent. Et ouais. Moi, j'ai continué parce que c'était une solution absolument merveilleuse, en l'occurrence pour ce que j'avais. Et donc, en fait, quand tu parlais du jeune homme qui avait 15 16 ans, qui n'avait pas confiance en lui, qui se sentait un peu inadéquat de temps en temps, etc., finalement, ce jeune homme, il n'avait pas pu. Bah, à ce niveau-là, les choses n'avaient pas évolué réellement. Donc, du coup, l'alcool devient une solution Mais oui, à ce qui paraissait être le problème. une solution merveilleuse. Hmm. Ah oui, oui, une solution merveilleuse parce que vachement efficace. C'est qu'après que c'est devenu handicapant. Et encore, pas tout de suite. Mais une question qui me vient à l'esprit, dans un environnement catholique, Mhm. très catho. Ouais. Donc moi, je viens pas d'un environnement très. Enfin, moi, mes parents sont catholiques, mais franchement, c'est plus les personnes qui allaient à l'église quand il y avait des enterrements et des mariages. Mais après, si ma mère écoute, elle sera peut-être pas d'accord. Mais pour moi, c'est pas des pratiquants du tout. Donc, si tu veux, nous, il y avait un rapport à l'alcool très ouvert. Enfin, ma mère faisait toujours des grimaces, mais mon père aimait bien boire du vin, etc. Donc, à partir de, je sais pas, de la vingtaine, mes amis venaient à la maison. Franchement, on s'est déjà mis des petites traces à la Oui, terrasse. Mon père était là, il passait, il préférait qu'on boive à la maison que dehors. Et à la limite, il allait se poser, prendre un verre avec nous et discuter. Donc ça, c'était mon père. Mais dans un environnement très catho, et j'ai beaucoup d'amis français, mais j'ai jamais eu des amis français proches qui étaient très catho. Donc, je vois de quel environnement tu parles, plus ou moins. Mais j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, tes parents, ils se rendaient compte que tu buvais peut-être un peu trop ou ils n'étaient pas du tout alarmés j'ai pas souvenir que c'était alarmant pour eux. D'accord. Peut-être était-il alarmé, mais moi, je m'en suis pas rendu compte.
Bon, en D'accord. même temps, il faut voir aussi que l'essentiel de ma vie, elle n'était pas chez mes parents, hein. Hmm. Elle était étudiant, elle était chez les copains. Dès que j'ai passé le bac, j'ai vécu ailleurs que chez mes parents. Et j'étais très peu chez eux. Donc Très- finalement, si on te compare aux étudiants type, dont moi, je veux dire, bon, tu picolais un peu comme tous les étudiants, il n'y avait rien de, en apparence, rien de grave. Je picolais plus. Tu picolais plus, mais tu t'allais à l'université, tu loupais pas tes examens. Non, 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 tout était encore dans des limites parfaitement acceptables. Quand est-ce que tu sors des limites acceptables? Ou du moins que tu t'en rends compte? Progressivement, c'est vachement insidieux ce truc-là. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Quand, tout à fait au début de mon mariage, je me servais un verre de whisky avant d'aller me coucher. Ça m'aidait à m'endormir. Hmm. J'avais un rapport extrêmement compliqué avec le sommeil. Ça m'aidait bien. Mais est-ce Ah, que c'est c'est marrant. acceptable ou pas? J'étais pas bourré. Hmm. Je m'endormais détendu, mais pas bourré. Qu'est-ce qui est acceptable? Bon, Après, ouais. je suis parti en Côte d'Ivoire et j'ai appris à jouer au tennis et je jouais au tennis, alors certainement pas bien, mais comme j'étais en bonne forme et que je faisais beaucoup de sport, j'arrivais à me débrouiller. Mais dans certains tournois, je me descendais un verre de whisky avant le tournoi. Ça m'aidait à gagner ce truc-là. Excuse-moi de te contredire, Guillaume. Oui, Comment est-ce que le fait tu dis de te descendre non, une un bouteille. verre, pas une bouteille. Ah, pardon, j'ai eu peur. Un verre. Non, non, un verre avant le match, pas une bouteille. Et ça Ouais. me permettait de lâcher les chevaux. T'aimes bien cette expression, lâcher les chevaux. Hmm. Peut-être parce que j'ai beaucoup vécu avec des chevaux à une certaine époque. Ok, donc l'alcool finalement pour dormir, bon aujourd'hui on sait que l'alcool c'est l'inverse, hein, ça c'est pas bon pour le sommeil, mais à l'époque ça te détendait. Et avant de faire du sport, un exercice physique, tu buvais un verre d'alcool. Mais il faut dire aussi que j'étais jeune, que j'étais Hmm. dans une excellente condition physique, et puis que en quantité, ça restait dans des limites tout à fait acceptables. Et ça, on y reviendra à ta condition physique parce que je pense que c'est peu de personnes, comme on le sait toi et moi. Je pense que tu dois avoir un corps très particulier. Euh, J'ai un corps que je remercie énormément, ouais, qui est d'une résilience extraordinaire, complètement. et merci mon corps. Et c'est une bonne chose. Peu de gens réalisent que, en tout cas, dans cette vie-là, on n'en a qu'un de corps, donc faut Moi, ménager sa monture. peut-être que mon corps m'a été servi comme ça parce que ça m'a permis aussi de faire tout ce cheminement-là. Là, si tu n'avais pas ce corps, tu serais plus là. Si tu avais eu un corps, ouais. Ah, si j'avais eu un corps moins résilient, je ne serais plus là, ça c'est certain. Ouais. C'est certain, je pense que je suis pas passé très loin un certain nombre de fois. Mais bon, D'accord. Donc, du coup, des voyages, Algérie, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Final- Maroc un peu aussi. Ah, t'as voyagé. Finalement, tout comme moi, tu as bossé dans la tech. Mhm. À quel moment tu commences une carrière dans la tech, dans l'informatique? Juste après mes études, juste après le retour d'Algérie. En fait, j'ai fait des études, je suis ingénieur agronome, j'ai fait l'agro-Paris. Mais j'ai fait ça dans l'optique d'intégrer le corps des haras et donc de faire du cheval comme j'espérais que mon père apprécierait que je fasse du cheval. Mais j'avais pas choisi ça pour moi, j'avais choisi ça pour lui.
Et il y a un moment où ça fonctionnait plus. Donc je m'en suis libéré, mais je me suis retrouvé avec un diplôme qui avait rien à voir, enfin qui m'emmerdait en fait. Mais attends, mais c'est quoi le déclic? Parce que même quand petit à petit, on s'apprête à faire un changement, mais il y a toujours un petit truc qui... C'est quoi le déclic qui fait que finalement, tu Ça suis pas me, du... ça me rasait au plus haut point. Je ne me ressentais aucune affinité avec ce qui était agricole. Alors j'ai commencé à vouloir sortir en me spécialisant en industrie alimentaire, mais ça me rasait tout autant. Et donc j'avais tellement peu d'enthousiasme pour chercher un boulot dans ce qui me rasait que je ne trouvais pas. Hmm. Et au bout de 4 ou 5 mois, on m'a proposé, j'ai un copain qui m'a dit, mais tu devrais essayer l'informatique, c'est vachement sympa. Je me suis dit, pourquoi pas, ça ou autre chose. De toute façon, ça m'intéressait pas. Et puis j'ai été recruté par un gars qui m'a dit, mais pour finir, vous êtes tout à fait normal. C'est bien Donc, ça! je vous embauche. C'est l'époque où l'informatique embauchait énormément. Je vous embauche. Et puis alors là, il s'est passé un truc magique, ça m'a passionné. Hmm. Ça m'a passionné. Et c'est pas tellement la tech en soi qui m'a passionné, c'est de découvrir le métier des autres à travers les logiciels qu'on construisait pour eux. D'accord. Ça, c'était passionnant. Et tu vois, il y a déjà cette fibre de l'intérêt pour l'autre, découvrir le Complètement. métier de l'autre, faire un truc qui va lui servir. Mais juste par curiosité, donc en fait, j'aimerais savoir, parce que on est nombreux et nombreuses à, comment dire, avoir choisi des carrières à l'origine parce qu'on était sur le chemin tracé. Dans certains cas, on a des parents qui nous ont dit, écoute, mon fils, ma fille, tu feras ça. Hmm. Ou dans certains cas, ils ne nous l'ont jamais dit, mais on se sentait le devoir d'eux, ou on se disait que pour être aimé par eux, pour qu'ils soient fiers de nous, il fallait qu'on suive cette carrière-là. Toi, tu étais dans quel cas de figure? Moi, j'étais dans le cas de figure où j'avais choisi cette filière-là pour obtenir l'attention de mon père. C'est un homme qui faisait beaucoup de cheval, qui aimait le cheval. Moi, à l'origine, j'avais une peur bleue des chevaux. Donc, tu allais à l'encontre de toi-même Ah, mais complètement. pour qu'il fasse attention à toi. Il fasse attention à moi, oui. Ça n'a jamais fonctionné, hein, donc, mais j'ai commencé à... C'était en quatrième, je crois, que j'ai obtenu suffisamment de subventions pour pouvoir aller prendre des cours d'équitation. Les reprises avaient lieu le jeudi matin et le mercredi soir, j'en tremblais. Ah, quelque part, tu te l'es infligé à toi-même, c'est fou, quoi. Et oui, mais j'étais motivé. Ouais, je comprends. Non, non, mais ça fait sens. Ouais. Et on rejoint, c'est là où on rejoint l'importance de la relation, l'importance d'être reconnu, Mm. l'importance de se sentir aimé, l'importance d'avoir une place où et on serait prêt à tout pour ça. Complètement. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère que j'avais mal aux yeux, parce que j'étais jalouse. Ben oui. Ok. Mais ça m'a beaucoup servi au bout du compte, hein. Donc j'ai depuis eu de très belles expériences avec des chevaux et ça a été magique aussi, ça. Donc Mais ça veut dire que la peur a été surmontée finalement. ouais, ouais. Ouais, il a fallu du temps, hein. Combien de temps? 3 ans, 4 ans? Ah, c'est pas énorme, hein, dans une vie. C'est pas énorme. Non, mais pour quelqu'un qui a peur, c'est long. C'est vrai. C'est vrai. Et d'accord. Donc finalement, tu découvres un univers bah, qui a rien à voir, hein. La tech, comme on le sait, toi et moi, c'est autre chose. À l'époque, il y a combien d'années? Il y a Ben là, c'est 40 non, 40 c'est ans. 80, c'est les années 80, ouais. Ouais, les années 80. Ouais, les années 80. Donc, ouais, c'est le gros boom. Ah Enfin, oui, les possibilités sont énormes. Parce que moi, quand j'ai rejoint la tech il y a 20 ans,
Hum. Il y avait toujours une certaine excitation, mais je pense que c'était pas la même que celle que toi, tu as dû connaître. Ah non, c'était magique. Tout à fait au début, on était les rois, hein. Tout le monde nous attendait. On était des spécialistes sur un domaine un peu mystérieux. Vous étiez les stars, vous étiez même pas les rois, vous étiez des stars, vous étiez hors sol. Un peu, ouais. C'est Donc, vachement sympa. donc tu te sentais quelque part aimé et apprécié, respecté. Tu avais beaucoup de reconnaissance autour de toi. Oui, bon, alors après, c'est resté un milieu pro, hein. Hmm, Compliqué parfois. Et puis, je travaillais avec des gens qui étaient du même milieu que moi. Donc, hmm, mes interlocuteurs premiers, c'était pas non plus des gens qui n'y connaissaient rien. ouais. Mais bon, il y avait quand même un certain prestige. Oui, 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 absolument, indéniablement. Parce que même moi, je vois pendant mes 20, enfin, mon expérience professionnelle, il y avait encore beaucoup de prestige. Alors j'imagine à ton époque, ça devait être quelque chose. J'ai eu de la chance. Ah, mais t'as pas que de la chance, tu l'as créé ta chance aussi, je pense. Donc, si on... Pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Vas-y. Non, 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 non. t'es sûr? Ouais, Ok. Si donc dans le milieu professionnel, les enjeux sont différents. On n'est plus à l'école, à l'université. Il y a des échéances. Il y a... Donc, tu disais tout à l'heure qu'en fait, cette addiction, elle a duré de 16 ans à 47 ans. ouais. Comment ça se passe dans le milieu professionnel, à ce niveau-là? Au début, ça va. Au début, ça va. Je pense notamment en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de mission que j'ai menée au ministère de la Coopération. Et là, c'est un milieu qui buvait beaucoup. Et donc, forcément, mon alcoolisme y a trouvé de quoi s'épanouir. Est-ce que tu peux reprendre? En fait, ça a coupé, la connexion n'était pas bonne. Ah, pardon. Je disais, les choses ont commencé à déraper pour moi à partir du moment où j'ai été envoyé en mission dans le ministère de la Coopération. Ah, tu as été au ministère de la Coopération. Oui, Ah. j'ai travaillé pendant 4 ans ou 5 ans au ministère de la Coopération pour les sociétés de services qui m'employaient, mais en mission de service, en ayant le ministère de la Coopération comme client. Et ça picolait beaucoup. Je me souviens d'un client, donc celui qui était nommément mon client, qui organisait ses réunions au café. Alors effectivement, on savait où le trouver. Et on allait au café du coin, on le trouvait là, et forcément la réunion se passait en picolant. De même qu'il y avait l'apéro tous les soirs. Alors là, ça, franchement, mon alcoolisme, voilà, A pu s'exprimer. a pu s'exprimer, à prendre toute l'ampleur qu'il désirait. Et ça a été effectivement là une grosse, grosse chute. Et c'est là que j'ai pris vraiment des habitudes, des sales habitudes qui ont duré dans tout le reste de ma vie jusqu'à mes 47 ans, en fait, hein. Donc, si on se dit, entre guillemets, au pic de ta consommation, si tu devais quantifier par jour, Le pic de ma t'as... consommation, il arrive bien après. Là, Non, c'était déjà parle assez. en général, le pic de ta consommation, Le pic de ma consommation, il arrive quand j'ai 45, 46 ans, un truc comme ça. Et j'en suis à une bouteille de whisky par jour et entre une et deux bouteilles de vin en plus, ce qui est assez colossal. Et ça correspond aussi à des périodes de vie qui ont disparu. C'est-à-dire que j'ai des trous dans ma vie, des trous d'une quinzaine de jours, où j'ignore totalement ce qui s'est passé. voilà. Je sais après coup, parce qu'on m'a raconté, parce que j'ai retrouvé des traces, parce que
Je sais que j'ai été bourré, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces 15 jours-là. Aucune idée. Et le reste du temps, ça variait un petit peu. Soit j'avais des périodes d'abstinence qui duraient un petit peu longtemps, qui étaient gagnées de haute lutte à coup de Lexomil. Soit j'étais dans un doux palier, dans un doux entretien, où Mm, je fais quelques verres par jour, mais pas plus. Et puis, de temps en temps, ça repartait en flèche. Et ces périodes-là, c'était aussi des périodes où j'étais mal dans mon corps, mm. où le lever, c'était sortir du lit, aller vomir aux toilettes, filer à la cuisine, prendre un verre de scotch, et simplement là, je pouvais commencer à envisager de prendre un petit déjeuner. Wow. À cette période-là, qu'est-ce qui se passe à cette période-là quand est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu atteins un pic de consommation? Oui, Parce que, il se passe plein de choses, en fait. Picoler comme ça a forcément des conséquences. Et bon, parce que avant même d'arriver à ces extrêmes, ça avait déjà eu pas mal de conséquences. J'ai perdu des jobs à cause de ça. On m'a reproché d'avoir été en réunion complètement bourré, je m'en souvenais pas. Et quelqu'un, quelqu'un s'en est servi contre moi pour me licencier, ou bien on me reprochait de sentir l'alcool l'après-midi parce que je me descendais une bouteille de rosé le midi au restaurant. Des choses comme ça. Donc ça avait déjà commencé à jouer beaucoup. Et donc j'ai perdu des jobs à cause de ça. J'ai aussi eu des ennuis avec mon permis de conduire. Hmm, J'ai été chopé 3 fois par la police avec 2 suspensions et une annulation de permis de conduire. hmm. Ça m'a provoqué aussi de graves difficultés dans ma vie sentimentale. Donc il y a un moment aussi où les inconvénients ont commencé à largement dépasser les avantages. Hmm. Passé au tribunal 3 fois, parce que quand on est chopé avec au-delà de la dose autorisée d'alcool dans le sang, on va vite au tribunal. Donc j'ai été condamné à de la prison avec sursis. Il y a un moment où À c'est de la vraiment... prison avec sursis. Ben oui, Mais t'as jamais été en prison. non, parce que c'était avec sursis. Ok. Bon, accessoirement, ça m'a permis d'avoir 2 fois mon permis de conduire du premier coup, ce que tout le monde ne peut pas dire. J'adore ton humour. Non, mais c'est vrai en plus, quand même. Mais, Et ça, allô? Ouais. oui, il y a eu un moment où les inconvénients ont quand même largement dépassé les avantages. Hmm. J'ai eu aussi 2 crises fortes de délirium qui m'ont amené à l'hôpital et en cure de désintoxication. Est-ce que tu peux décrire ces crises davantage et les expliquer? Parce que je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre à 100%. Bah déjà, c'est provoqué par le manque et à chaque fois, ça s'est déclenché à un moment où c'était des week-ends longs. Je me souviens d'un week-end de Pâques, c'est un week-end long, les magasins sont fermés et pas de possibilité d'aller recharger. Donc je me suis vite retrouvé en manque. Et à ce moment-là, il y a une tension qui monte à l'intérieur. On se sent de plus en plus mal, le corps commence à trembler Ouais. et j'ai cru que j'allais mourir. J'ai réellement cru que j'allais mourir. Et là, t'avais quel âge? 45, puis 46. Ouais. Et c'est la seconde crise, en fait, qui m'a valu d'être hospitalisé à Issy-les-Moulineaux, où j'ai passé 3 semaines en cure, isolé du monde, sans possibilité de recharger, et puis travaillant avec un alcoologue et sous Valium pour sortir de là. Qui t'emmène? C'est toi qui décides d'aller en cure? Ou c'est des membres proches des gens proches de toi qui te... À chaque fois, c'est moi qui supplie qu'on m'aide, parce que j'ai l'impression qu'on va mourir, que je vais mourir. Et je supplie qu'on m'aide. Et c'est ma compagne, à ce moment-là,
et je le remercie encore, qui gère pour moi et qui fait en sorte que je sois hospitalisé. Ok, donc quand même un instinct de survie quand même. Tu voulais pas mourir. Non, je voulais pas mourir. Non, non, je voulais Hmm. pas mourir, mais tout ça n'était pas très conscient en fait. Alors, tout à fait sur la fin, j'avais déjà quand même beaucoup fait pas mal de travail sur moi. J'ai déjà pas fait pas mal de thérapie, j'étais déjà bien avancé dans un cheminement plus spirituel. Donc ça Alors, a aidé aussi. ouais. J'ai plusieurs questions. La première, c'est de dire, euh, donc effectivement, tout ceci a eu des impacts sur ta vie, comme tu l'as expliqué, donc des impacts dramatiques dans le cadre de la vie professionnelle, dans la vie perso. Mais je me demandais si, c'était ça ma question à l'origine, quand tu as atteint ton pic de consommation, Mhm. est-ce que il y a des choses qui encouragent ta consommation, des moments encore plus difficiles, des événements, ou est-ce que c'est juste une consommation qui augmente crescendo naturellement au fil des années, tout simplement parce que plus on consomme, plus on en veut, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses Non, il y a les deux. Il y a les deux. Effectivement, il y a une augmentation naturelle de la consommation, et puis à un moment donné, le corps appelle hmm, aussi. Et le corps métabolise de plus en plus efficacement. Je ne sais pas si c'est de mieux en mieux, mais de plus en plus efficacement. Donc l'appel renouvelle la demande. Mais il y a aussi le fait que à chaque fois que j'avais une difficulté, ça me poussait à consommer aussi. hmm, Parce que ça restait aussi un médicament qui me permettait de me sentir mieux. C'est Gérard Osterman qui a cette phrase très juste. Il dit, mais comment faire avec un produit dont on sait qu'il nous tue, mais qui nous permet de vivre? hmm. C'est inextricable. Ouais, mais je pense que le terme médicament est très bien choisi, parce qu'en fait, les médicaments, enfin, ça n'engage que moi. Les trois quarts des médicaments ont un impact sur les symptômes, mais pas sur la source du problème. C'est clair, Donc, le terme médicament est merveilleusement bien choisi. c'est clair. Et c'est un médicament particulier qui nous tue et qui nous permet de vivre. Sans lui, on ne peut pas vivre et il nous tue en même temps. Qu'est-ce qu'on fait, putain, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, finalement, tu disais dans ta vie perso, je parle intime avec ta compagne, tu as eu différentes compagnes. Du coup, ça rendait les relations, j'imagine, un peu compliquées. Ben, ça rendait les relations compliquées, ça rendait toutes les relations compliquées avec mes compagnes, mais avec mes enfants aussi. Il y a en toile de fond cette conscience très aiguë de toutes les conneries que je fais, de mon incapacité à assumer mon rôle de père, par exemple. Et c'est très inconfortable. Il y a Hmm, beaucoup de honte qui vient, parce que j'étais pas dupe non plus. Sous emprise, mais pas dupe du tout de ce qui se passait. Et donc, il y a une honte terrible qui s'installe avec un sentiment d'incapacité, un sentiment de nullité. hmm. Et ça aussi, ça pousse à boire. Un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle complètement vicieux. C'est Boris Vian, et c'est très juste aussi, qui dit je bois pour oublier que je bois. C'est tellement juste. Hmm, C'est tellement juste. Je me souviens de certaines situations avec mes enfants où il y avait une demande, mais je me savais incapable d'y répondre. Et j'étais obligé de dire non parce que je savais que je ne serais pas capable d'assurer ce que je pourrais promettre. Et je vois encore le visage décomposé.
pas bien ce jour-là, hein. C'était à combien de temps? Oh. Content. Hmm. Mais heureusement, les choses ont changé. Tout ça, hein, c'est tout ça. C'est effectivement ce dont on ne se rend pas forcément compte. Les gens s'imaginent que, enfin, s'imaginaient, je pense que c'est moins le cas maintenant, mais les gens s'imaginaient assez facilement que boire comme ça, c'était un vice. Bah, je veux bien que ce soit un vice, mais je connais pas des vices qui donnent autant de souffrance, parce que c'est une réelle souffrance. Non, mais les gens, on en devient prisonnier en fait. Les gens veulent en sortir, mais ils en sont prisonniers. Ouais. Complètement, complètement. Je me souviens le terme consacré, c'est ami. Bon, c'était pas vraiment un ami, mais quelqu'un qui allait aux alcooliques anonymes en même temps que moi et qui avait eu le cancer et qui disait que à choisir entre le cancer et l'alcoolisme, il préférait le cancer. Alors lui, il avait le cancer et l'alcoolisme. Il était passé par les deux Mon Dieu. et qu'à choisir entre les deux, il préférait le cancer. Bon, j'ai pas cette expérience-là, je peux pas dire pour moi, hein. Hmm. Enfin, ça montre quand même que c'est pas sympa, hein, d'être alcoolique. C'est pas sympa du tout. Donc on a fait, enfin j'ai pris une analogie, j'ai dit que quelque part c'était comme une prison. Je voudrais juste faire un petit jeu avec toi. Pour une fois, c'est moi qui fais ça. Euh, Si tu devais décrire cette prison, la définir davantage, que dirais-tu? Tu veux une image? Tout ce qui te vient par la tête. J'ai quelque chose de très sombre, de très humide et de très froid. Sombre, humide et froid, oui, c'est ça qui me vient, moi. Un peu comme ces caves avec des murs suintants, des murs de pierre suintants. Hmm. Un truc comme ça, et puis c'est pas très propre au sol. Mais on s'y sent vraiment pas bien. Non, non, on est coupé du monde, on, on se sent sale. Et comme on est coupé des relations, on a froid. Donc dans cette prison, comment tu fais pour trouver la force d'aller vers la thérapie? En fait, je ne suis pas venu à la thérapie pour ça. Je suis venu à la thérapie quand la porte de la prison était pas fermée encore. Euh, j'ai commencé le travail de thérapie vers 88 ou un truc comme ça. Parce que comme j'étais très malheureux dans mon mariage, j'avais de nombreuses aventures à l'extérieur. Et Quand tu j'ai... dis de nombreuses, ça veut dire combien? Ou Non, alors tu veux pas dire, pardon. non, c'est pas... j'ai pas les doigts d'une main n'y suffiraient pas. D'accord, ouh là là, ok. J'ai un corps qui... Qu'est-ce qu'il est? Bon, tu devais être aussi très charmant, donc ça devait rendre les choses assez faciles. Oui, et puis je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais je pense que j'avais du charme. Bon, en tout cas, j'avais une amante qui faisait de la thérapie sur elle, qui faisait du travail sur elle, et qui me dit, mais Guillaume, c'est vachement bien, tu devrais essayer. Bon. Il y a un week-end dans 15 jours, là, c'est gratuit, c'est pour voir comment c'est. Je t'emmène. Bon, j'ai dit oui, ok, pourquoi pas. Et donc, je suis allé avec elle, j'ai débarqué, alors c'était de la thérapie de groupe psychocorporelle. Autant dire que avec le monde qui était le mien à l'époque, j'ai eu l'impression de débarquer sur la Lune. Je comprenais rien, je ne savais pas où j'étais, tout me paraissait extrêmement bizarre. Je savais pas, franchement, je ne savais pas où j'étais.
Mais à la fin du week-end, il y a eu un tout petit entretien avec le thérapeute pour savoir si on s'engageait pour l'année ou pas. Et donc, je le vois encore face à moi, qui me dit, Guillaume, je te connais pas, mais je peux te promettre une chose, c'est la liberté. Et là, j'ai dit oui tout de suite. Et la liberté, je l'ai trouvée. Aujourd'hui, Mais, je veux cette liberté. mais juste par curiosité, cette séance était, comment dire, vous n'avez pas eu l'occasion, chaque participant n'a pas pu intervenir et s'exprimer. C'était plus Ah, quelque chose de général. c'était quelque chose de collectif qui a duré un week-end. Donc, on Ah s'est oui, d'accord. Ok. préparé le samedi midi et on a fini le dimanche soir vers 17 h, un truc comme ça. Et donc, il s'était passé plein de choses. Il y avait eu plein d'exercices, des feedbacks. Il s'était passé plein de choses. Ouais. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le début de quelque chose Eh à ce ben, il me moment-là? promet la liberté et moi, la liberté, j'achète tout de suite. Et donc, ça a été le début de tout ce parcours. Puisqu'à partir de là, bah, j'ai fait une année une première année de thérapie. On se retrouvait une fois par mois pour un week-end, et puis une seconde, et puis une troisième. Et puis, j'ai fait des stages d'été. Et puis, à un moment donné, j'avais, c'est marrant d'ailleurs, j'avais accroché avec une thérapeute qui s'appelle Dani, qui a été ma thérapeute, ma Ok. référence, qui est partie s'installer à Montpellier parce que mes débuts, c'était sur l'île. Elle est partie à s'installer à Montpellier. Donc, j'ai suivi sur Montpellier. Elle a organisé des formations de thérapeute. J'y suis allé, pas tellement pour me former, mais pour aller plus loin dans le travail. C'était en quelle année ça? Oui, ça a duré, ça a duré, ça a duré, hein. Alors, il y a eu des périodes plus ou moins intenses, Hmm. il y a eu des interruptions. La première formation, c'était en 92 ou 93, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a eu des stages d'été. Et puis j'y suis retourné en 2003 après l'arrêt de l'alcool. Ok. Et, et c'est comme bon, et progressivement, tu vois. Et à chaque fois, ça a été un pas supplémentaire oui, sur un chemin que j'appelle spirituel, de libération, en fait. Une immense libération de la prison, mais aussi de tout le reste. Je pense que la prison, elle n'est pas faite que d'alcool, Elle était faite de quoi d'autre? de traumatisme. Sans rentrer nécessairement dans les détails si tu veux pas. Si tu devais aujourd'hui, avec du recul, parce qu'en fait, voilà, mon espoir, c'est que les gens qui vont regarder cette vidéo, que ton histoire, forcément, ils vont être interpellés par ton histoire, forcément, mais que dans cette histoire, certaines personnes puissent trouver des clés, ou peut-être que tu seras la petite lumière. Quand tu repenses à tout ça, quels étaient les divers traumatismes? T'es pas obligé d'aller dans le détail si tu veux pas, mais grosso modo, quelles étaient finalement, selon toi, les causes de tout ça, de manière très résumée? Et après, finalement, comment tu t'en sors selon toi, avec du recul, quand tu regardes les choses? Ce qui t'a sauvé? Alors je crois que le premier traumatisme, c'est le départ du Vietnam. Tout petit, hein. Hmm. Mais le vietnamien était ma langue maternelle. Et on m'a rapporté que quand je suis arrivé en France, je parlais mieux le vietnamien que le français. Ce qui laisse beaucoup à entendre sur ma relation avec Chibai, qui était la nounou qui s'occupait de moi. Hmm. Et d'ailleurs, je parlais de Dany tout à l'heure. J'ai flashé sur Dany. Et plus tard, je suis retourné au Vietnam depuis. Mais en préparant mon premier retour, j'ai récupéré des photos de Chibai. Et c'est la première chose qui m'a sauté au visage, c'est la ressemblance physique entre Dany et la femme que j'ai vue sur la photo. Hmm. La même expression.
l'une d'origine italienne, l'autre vietnamienne, mais la même expression. Et j'ai reconnu ma maman chez Dany. Mm. Donc ça, c'est un premier traumatisme. Il y a eu l'entrée en sixième dont on a parlé. Et puis, il y a aussi tout ce traumatisme, oui, je crois que le mot est tout à fait pertinent. Traumatisme qui s'installe à bas bruit dans une ambiance où on vous tape sur les mains pour vous apprendre à nager. Mm. Là aussi, ça fait des dégâts. Donc quand tu dis une ambiance, on vous tape sur les mains pour vous apprendre à nager, c'est en fait tu parles d'un environnement de manière générale, Environnement familial, global dans l'enfance. Ouais. oui, je parle d'un environnement familial qui, Mm. à mes yeux, est assez nocif. Ok, Vous le précisez, qui manque pas d'amour, mais dans lequel l'amour se manifeste d'une façon tellement inadéquate ouais, que ça laisse des traces terribles, quoi. C'est ça totalement, qui fait la souffrance, et c'est ça qui, pour moi, mais pour beaucoup d'autres aussi, entraîne le fait que l'alcool, c'est quand même un putain de bon médicament, quoi. complètement. Et juste une remarque peut-être, et toi en tant que thérapeute, tu seras peut-être d'accord avec moi. Quand on prend du recul, enfin, moi j'ai que 47 ans, mais avec du recul, on réalise que, entre guillemets, les autres peuvent nous faire souffrir, des Mhm. fois, quand on est enfant, Mhm. mais qu'en fait, les souffrances inculquées sont pas toujours volontaires. Mhm. Et en fait, ça ne les excuse pas forcément, mais en même temps, ça permet de prendre du recul et de se dire, les intentions n'étaient pas toujours mauvaises. Tout à fait. Et c'est ça qui est assez dérangeant, peut-être. C'est parce que c'est triste et en même temps, peut-être c'est encore plus triste dans un sens. Je crois qu'à un degré ou à un autre, on est extrêmement nombreux à être atteints de, si ce n'est de traumatisme, du moins de graves dysfonctionnements, et ça se transmet. Ça se transmet pas directement, mais ça se transmet par les choses inadéquates qu'on Hmm. a et qui, tu vois, mes enfants aussi, ils ont morflé. Et forcément, j'ai fait de mon mieux avec ce que je pouvais. Puis j'ai fait Comme, de mon comme nos mieux. parents. Mais Hmm. voilà, voilà. Mais simplement, on a tous nos casseroles. Et nos casseroles ont des effets sur eux. Et donc, Hmm. leur les casseroles. Alors après, c'est plus ou moins grave, c'est plus ou moins Hmm. dramatique. Mais en l'occurrence, ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que même, enfin, je vois le travail qu'on a fait ensemble. À mon avis, j'aurai l'occasion encore de faire appel à tes services. Depuis nos échanges de cet été, on est au mois de novembre. Non, ouais. J'ai toujours eu j'ai eu le temps de réfléchir et en fait, j'ai réalisé par rapport à mon entourage euh, qu'il y a des choses que je reprochais à mon père Mhm. par rapport à sa manière de gérer ses relations amicales et sa relation avec ma mère. Mhm. En fait, moi, j'ai réalisé que je faisais la même chose, en fait. Bah, Ouais, mais ça m'a sauté aux yeux là récemment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je faisais exactement la même chose et je oui, comprenais pas que les personnes autour de moi ne comprennent pas. on est vachement imprégné, hein. Complètement. Et même quand on pense avoir du recul, on n'en a pas, on n'en a jamais en fait. On est toujours, Bon, jamais, il faut pas exagérer non bon, plus. on en a plus, mais Mais on reste très sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où travailler sur soi, ça permet de prendre du recul, mais de prendre conscience. ouais, Prendre conscience de ça et de prendre conscience que l'autre lui-même, il est complètement imprégné. Donc, c'est un héritage, hein. complètement. Donc, les traumatismes. Et finalement, aujourd'hui, si tu résumes, si, Alors, si tu as des personnes qui sont dans des situations similaires, c'est-à-dire, on va parler d'addiction, on a tous quelques addictions, moi je pense que j'en ai eu aussi. Et quand on est dans une addiction et qu'on veut en sortir,
quelles peuvent être les clés? Je dis pas que tu vas te donner une solution, mais qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de penser que ça peut avoir un sens. En fait, tout ce parcours qui a été un parcours pénible et douloureux, hein, tout ce parcours, aujourd'hui, il a un sens pour moi. Si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Et en l'occurrence, il me semble avoir une certaine capacité à l'empathie, et je le dois à ce parcours. Il me semble avoir une certaine capacité à la compréhension, et je le dois à ce parcours. Donc, au bout du compte, il m'a vraiment permis de grandir, même si quand j'étais dedans, pouf, j'étais pas bien grand. Mais garder ça en tête, même si à certains moments, ça peut paraître irréaliste, à mon avis, ça aide. Bon, après, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est ma compréhension des choses, en tout cas. C'est que l'addiction, d'une façon générale, et c'est toujours ce que j'ai rencontré, toujours, hein, et ce que je rencontre encore, puisque je travaille avec quelques addicts. L'addiction, c'est le médicament, c'est pas le problème. Et donc, je ne crois pas que ce soit là-dessus qu'il faille centrer l'effort. J'ai la vision que, quoi qu'il arrive, l'addiction vient d'un mal-être, alors qui est plus ou moins traumatique, mais que c'est sur le mal-être qu'il faut travailler. Et une fois que le mal-être a disparu, l'addiction a beaucoup moins de raisons d'être là et on peut s'en débarrasser beaucoup plus facilement. Je ne dis pas qu'il ne va rien falloir y faire à cette addiction, Hmm. mais une fois qu'on a retrouvé l'estime de soi, une fois qu'on a le sentiment profond qu'on a de la valeur par nous-mêmes, qu'on est quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'aimable et qu'on se sent aimé, l'addiction perd sa raison d'être. Comment tu retrouves la confiance en toi? Par les autres. C'est Cyrulnik, hein, qui dit justement que le paradoxe de l'être humain, c'est qu'il ne peut être lui-même que sous l'influence des autres. C'est le regard des autres qui nous permet de nous sentir valorisés. Si j'ai de la valeur, c'est que je vois d'abord ma valeur chez l'autre. Hmm. Et quand tu me proposes de faire cette interview, qu'est-ce qui se passe d'autre? Même si je ne me l'explique pas complètement, parce que moi j'ai toujours un peu de mal à m'approprier ça, mais ça va mieux. Quand tu me proposes cette interview, tu me renvoies que, à tes yeux, j'ai quelque chose d'intéressant. À tes yeux, j'ai de la valeur. Et cette valeur, je me l'approprie. Hmm. Et c'est là où je retrouve l'estime de moi. Donc, à l'époque, le chemin, donc pour les personnes qui aiment schématiser les choses, même si c'est vrai que c'est très dur de schématiser, parce qu'on est sur une expérience, un parcours qui est quand même, il y a beaucoup de profondeur et de complexité, et que volontairement, on n'est pas rentré dans tous les détails. Euh, comment dire, si on devait se dire, OK, si on devait chercher une équation, ce qui est pas du tout, ce qui serait difficile, Hein. ton chemin vers toi, en fait, que tu as pu te retrouver, c'est fait, si je résume, si j'ai bien compris, grâce à la petite graine qui avait été plantée par une de tes compagnes quand elle t'avait quand t'avais accepté de l'accompagner à ce fameux week-end. Donc tu avais découvert un petit peu la thérapie.
ouais. Et donc ça, c'était une petite graine qui avait été plantée. Et à un moment donné, et donc tu as continué. Et ça a été vraiment c'est ce qui Et c'est ce qui t'a sauvé? j'irai même plus loin. Je crois que c'est Kibai qui a planté la première graine. Et j'ai eu l'occasion, alors j'ai fait du travail sur moi, ce qui m'a permis de recontacter ça, mais j'ai eu aussi l'occasion de voir des Vietnamiennes avec des petits Français. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est peut-être à cause des cheveux blonds contre noirs, il y a quelque chose de très particulier dans la relation d'une Vietnamienne avec un enfant. Et je crois que c'est elle qui a posé, sans que je m'en souvienne, cette graine de ma valeur. Et c'est ça qui fait qu'après, sans même m'en rendre compte, j'étais pas d'accord avec ce qui m'arrivait et je me suis rebellé. Et progressivement, avec le chemin, je me suis rendu compte que au-delà de tout ce bordel qui a été ma vie, parce que c'était un vrai bordel, il y a eu toujours quelque chose d'extrêmement solide en moi, d'extrêmement solide. Et ce dont je me rends compte, qu'en fait, ce truc extrêmement solide, même si on n'y croit pas, même il est là partout, il est là chez tout le monde. Juste, il y a des moments de sa vie où on l'a un peu oublié. Ce truc solide, en fait. Donc moi, quand tu parles, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Donc c'est un peu, c'est l'amour, c'est son amour maternel Oui, bien sûr. qui était la base. Et donc en Oui. fait, la confiance, tu pouvais pas totalement la perdre vu que une mère t'avait aimé finalement. Mais oui, Ou en tout cas te l'avait montré parce je l'ai que montré de la bonne manière. ta mère devait forcément t'aimer. Mais en tout cas, cette femme-là te l'avait montré de manière significative, Oui, en tout cas à tes yeux. oui. Hmm. Parce que finalement, tout est une question de perception. Oui, La perception fait que les choses nous apparaissent, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas. Mais si on ne les a pas perçues, pour nous, elles ne le sont pas. oui. Et pour boucler sur ce qu'on disait au début, la perception passe par le corps. Là, il va falloir que tu en dises plus. Je sais où tu veux aller, mais ça m'intéresse. J'avais eu un échange avec Dany et je lui disais, Dany, Donc, là, Dani, pour tout le monde, la fameuse thérapeute qui t'avait marqué, que tu appréciais beaucoup. fait, et je lui disais, Dany, écoute, je ne sais pas ce que c'est que l'amour, alors explique-moi. Et elle m'a répondu cette phrase très juste, c'est normal, l'amour, ça s'apprend dans les bras de sa maman. Donc c'est avant tout une expérience. Hmm. C'est l'expérience de l'enfant qui se sent aimé dans des bras, dans des bras qui protègent, qui bercent, qui soignent. Bon, là où elle avait tort, c'est qu'en fait, tu avais connu ça, mais il y a très très longtemps, Voilà, et j'avais c'était perdu. peut-être résiduel, mais c'était. Ouais. Mais c'était costaud, oui. Mais moi, je pense que le corps, pour revenir là-dessus, et je pense qu'on pense un peu pareil, enfin, la connexion entre le corps, l'esprit, Hmm. c'est aussi parce que finalement, le corps, c'est peut-être un canal aussi, tout simplement. Et c'est un canal, bien sûr. C'est pas forcément une enveloppe, c'est aussi un canal. C'est un canal, c'est un canal. Moi, enfin, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'on est incarné et que sans corps, on n'est rien. Hmm. Sans esprit, on n'est rien, mais sans corps, on n'est rien non plus. Mais je pense que beaucoup d'entre nous oublient que le corps est un canal et ont tendance à penser que le corps est une enveloppe. Parce qu'on vit dans une société qui est comme elle est. Et donc, on est quand même pas mal sur le mode enveloppe, packaging, etc. Et on oublie que le corps, c'est pas ça à la base. Ça peut C'est être même un vaisseau, mais c'est pas un packaging. C'est c'est bien plus que ça. Bruno Dubos, qui est un de mes maîtres à penser, qui dit que Descartes a eu tort en disant je pense comme je suis, donc je suis. Parce que la réalité, c'est pas je pense, donc je suis, c'est je sens, donc je suis.
Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et le je sens, où est-il d'autre que dans le corps? Mm. Et on peut le voir de multiples manières, hein, mais on constate bien qu'on ne peut pas penser sans s'appuyer sur des sensations. La pensée s'appuie sur du visuel, sur de l'auditif, sur du kinesthésique, sur des sensations. Et si j'ai pas une sensation qui me permet de raccrocher ma pensée, je comprends pas. J'aimais bien cette image du goût du chocolat, mais on peut toujours parler du chocolat à quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat, il comprendra pas. Non. Besoin du corps même pour penser. Alors, c'est super, c'est une belle transition. La relation au corps, aujourd'hui, ton corps, je pense dont tu as conscience plus que jamais. Mais à l'époque, donc dans ces périodes-là, j'imagine la réponse, mais j'ai envie de la poser quand même. À cette époque-là, donc de 16 à 47 ans, en pleine addiction grimpante, qui atteint son summum, t'as dit, à 45, vers Mhm. les 45. Ouais. C'est quoi la relation au corps? Bah, elle est coupée. Il y a le corps qui vit de son côté et qui impose son diktat par l'alcool. Hmm, Il y a la tête qui est ailleurs. ok. Et il n'y en a aucun, ça se rejoint jamais. Donc c'est bien déconnant. Mais le corps est absent. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation à ton corps? C'est assez magique, en fait. Parce qu'il est là en permanence. Comment dire les choses? J'y pense pas en permanence à mon corps, mais je suis connecté. Comment tu sais que tu es connecté? Je travaille beaucoup en visio. Et on pourrait se dire, bon, en visio, chacun traverse son écran, on est quand même loin de l'autre. Mais en fait, non. Et je sais que je suis connecté parce qu'à certains moments, je sens une émotion qui monte en moi, ou je sens quelque chose qui monte en moi. Je peux sentir des larmes qui montent, ou bien je peux sentir une respiration qui s'ouvre. Alors je vérifie avec la personne qui est en face de moi. Hmm. Et je lui dis par exemple, ah, qu'est-ce qui se passe en vous là? Et je vois les larmes qui apparaissent, tout de suite. Donc en fait, je sais que ce que j'ai ressenti n'est que le reflet de ce qui montait chez la personne. Et j'ai pas eu besoin d'y penser, c'est mon corps qui me l'a dit. Hmm. Parce que les larmes sont montées dans mon corps et les larmes, c'était une sensation. Donc encore une fois, le corps, c'est un canal, c'est pas juste c'est un vaisseau, un canal, mais c'est certainement pas juste une enveloppe. Et c'est un vaisseau de communication, c'est notre premier outil de communication. Et je dis Hmm. outil, le mot est très impropre. Et la communication ne passe que par le corps. Hmm. Elle passe beaucoup au-delà des mots, mais elle ne passe que par le corps. Et c'est par le corps qu'on se synchronise à l'autre, c'est par le corps qu'on se met en relation avec lui. C'est par le corps qu'on se sent bien ou mal. Et de fait, avec notre culture occidentale d'abord et puis moderne en plus, le corps est très, 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 très absent. Parce que on ne va pas croire que d'aller à la salle de sport, c'est reconnecter avec son corps. C'est pas ça. C'est un peu caricatural, mais le parc de Saint-Cloud pas très loin de chez moi. Et quand je vois des joggeurs qui courent avec leurs écouteurs et de la musique à fond dedans, et ils sont pas dans leur corps, ces gens. Ils sont dans leur musique, oui, mais pas dans leur corps. Non, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. C'est bien, hein, de cultiver son corps, mais ce qui est important, c'est la relation avec son corps. Ouais. Et aujourd'hui, on cultive. En fait, tout est en silo, mais en fait, on connecte pas. Donc, on travaille sur le corps de manière superficielle d'ailleurs, c'est-à-dire juste pour le look.
Pas tout le monde, mais il y a un peu de ça. Doucement. Mm. Mais beaucoup, on est beaucoup très absent de son corps, ouais. On peut le travailler, on peut faire de la muscu, des trucs, des machins, mais on est très absent des sensations qui sont dans le corps. Comment, après avoir survécu, et je parle là beaucoup de ton corps, Mhm. donc ton corps a survécu. Plutôt bien. Ouais, c'est... quand tu m'as donné ton âge, franchement, je pensais que tu avais début soixantaine, pas... donc, très très bien. Comment aujourd'hui tu entretiens ton corps? Parce que même si tu es connecté à lui, comment tu fais pour qu'il reste plein de vitalité, enfin que tu aies toujours l'énergie physique nécessaire pour faire ce que tu veux? Et on te Bon, souhaite de vivre jusqu'à 100 ans. pour peu que ce soit en bon état. Merci, madame. Parce que c'est vrai que tu as fumé aussi, ça on l'a pas dit. Ah ouais, Qui est ouais, assez quand même choquant parce que ton corps il a l'alcool et le tabac. T'as fumé combien d'années? Ça, il faut le dire quand même. bah, le même, enfin, un peu plus. J'ai commencé à 16 ans et j'ai terminé à 50 ans. Et j'ai terminé à 50 cigarettes par jour. Et alors, j'ai trouvé ça très facile d'arrêter, hein, paradoxalement, enfin étonnamment peut-être, c'est passé comme une lettre à la poste. Comme Arrêté quoi, en combien de temps? Parce que tu avais déjà arrêté l'alcool, donc le plus gros était fait, on va dire. ah ben, j'ai arrêté le 1er mars 2003 en une minute, même pas, le temps d'écraser ma cigarette. 1er mars 2003. Ouais, donc ça fait plus de 20 ans que Ah tu as oui. arrêté de fumer. Ouais. Ouais. C'était quoi la question? La question, c'était comment tu entretiens ton corps finalement? Là, c'est vraiment purement pas la connexion, juste comment tu fais pour te maintenir en bonne santé physique. Je mange correctement, je mange correctement sans excès, j'ai éliminé les choses qui font pas du bien, donc j'ai éliminé le sucre, j'ai éliminé des choses comme ça. Je mange bio, de moins en moins de protéines animales, puis ça se fait un peu naturellement. Quand tu dis de moins en moins, ça veut dire c'est quoi le... C'est quoi la dose? Ouais, par semaine plus ou moins? Moi, j'ai pas vraiment mesuré, mais déjà, j'ai quasiment jamais de viande rouge. Très peu de viande, en fait, très très peu de viande. Je mange un peu de poisson, quelques œufs et du fromage. Beaucoup de légumes. Et puis en quantité pas trop importante. 3 repas par jour quand même? Ou tu fais du... Pas par jour. J'ai pas de, non, non, j'ai pas d'attention particulière, hein. J'ai pas Ok. de régime, j'ai pas de machin comme ça. Je fais juste attention à manger la bonne dose, Hmm, pas me gaver. Hier, j'étais avec une copine, on a trop mangé et j'étais pas bien toute la journée. C'est ça que j'évite. Je suis pas bien en fait derrière. hmm. Là, c'est lourd, c'est pesant, c'est de la sensation qui me renseigne. Ouais, bien sûr. Tu t'écoutes ton Et- corps. mais ouais, on peut dire ça. Je l'écoute, je le sens, je Oui, l'entends, pardon, oui, oui, sentir, c'est... j'entends Hmm, ce qu'il me dit. Et quand c'est trop, il me dit que c'est trop. Ben, il suffit d'écouter, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, bah, faire du sport, c'est un bien grand mot. Mais je vais marcher 1 heure par jour dans les bois et ça, c'est génial aussi. C'est à la fois pour le corps et puis une méditation, puis une reconnexion avec la nature aussi. ouais. Et pas de renforcement musculaire. Là, c'est le personal trainer qui parle. Parce que Euh, bon, tu sais avec l'âge, on n'a plus de muscles. Et je les devrais, muscles... je devrais. Ça, c'est vrai, je devrais. Et pourquoi tu fais pas? Je crois que je suis très flemmard. Non, je pense pas. Là-dessus, je suis pas sérieux. Là-dessus, je suis pas sérieux. Hmm.
Alors, une heure de marche par jour, surtout, bon, je marche assez vite. Donc, ça travaille bien le bas du corps. Mais le haut du corps, c'est vrai, pourrait être un peu plus travaillé. Mais Mm. bon. Ouais, si tu veux. Donc, on a parlé un peu de ta vie et je pense qu'elle est beaucoup plus riche que ça encore. On a un peu survolé certains sujets. Donc, des débuts difficiles, des traumatismes, des épreuves. Aujourd'hui, ta Ouais, vie, elle ressemble à quoi? D'un point de vue professionnel, personnel, elle est c'est-à-dire... plutôt bien, ma vie. Ouais, vas-y, parle-nous de ta Elle est vie. plutôt bien. Non, non, bon, j'ai l'impression quand même, sans me vanter, que j'ai fait un bon parcours et un beau parcours. Ma vie, moi, je suis aimé. J'ai eu cette grande chance d'être aimé. J'ai une femme qui est géniale. Plein de côtés casse-pieds, mais est adorable et elle-même, c'est une chance énorme. Alors bien sûr, je l'aime aussi, hein. Ah ouais, c'est ce qu'on attendait d'entendre, hein, franchement. Je pense avoir réussi à rétablir une relation correcte avec mes enfants. Je dis correct, c'est pas toujours simple non plus, hein. Bon, après, on a beau s'aimer, c'est pas toujours simple, quoi qu'il arrive. L'essentiel, c'est de s'aimer et on y arrive. Et de savoir qu'on s'aime, c'est Et déjà de bien. savoir qu'on s'aime et de savoir prendre sur soi pour montrer qu'on s'aime. Et j'ai des amis très chers et très précieux aussi, et on s'aime et on se le montre. Donc tout ça, ça fait pas un petit monde immense, Hmm. mais c'est un monde solide et entretenu. Et j'ai pas besoin de plus. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de beaucoup, mais on a besoin de bien. Donc j'ai ce monde-là, ça c'est extrêmement précieux. Et puis j'ai une grande liberté, très très grande liberté. Et d'abord une liberté d'esprit. Et je parlais de Jacques Ostrate qui m'avait promis la liberté lors de ce premier week-end de thérapie. Je l'ai, la liberté. Magnifique. Et la thérapie dans ta vie aujourd'hui? Et la thérapie, bah, écoute, c'est mon métier que je ne lâche pas parce que c'est passionnant, parce que c'est d'une richesse humaine absolument fabuleuse. Et puis, parce que ça donne du sens à ma vie. J'ai l'impression de servir à quelque chose, d'être utile et de le faire correctement. Et puis, j'ai des retours super. Mhm. C'est certain, je confirme, c'est pour ça qu'on est là. Merci de me le renvoyer. Et il y a beaucoup de gens qui me le renvoient et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et qu'est-ce qui te plaît, à ton avis, pourquoi la thérapie donne un sens à ta vie? Ça peut devenir mystérieux par contre, hein. J'ai Si tu connais pas la réponse, c'est correct. C'était juste. j'ai un peu l'impression que ça a toujours été là d'une façon ou d'une autre. De même que l'expansion du champ de conscience, ça y participe. Ça participe aussi à mon aspiration spirituelle. Parce que pour moi, c'est un travail spirituel. Bah, Et tu parles aux âmes de tout le monde, hein, quelque part. oui, et puis libérer son esprit, ça permettra à l'âme de se développer. Et ça, je l'ai vécu pour moi, et je suis convaincu que c'est ce que vivent aussi les gens avec qui on travaille. Après, chacun à sa mesure, chacun dans sa direction, ça c'est OK. Mhm. Mais se libérer de ses propres prisons, c'est s'ouvrir à beaucoup plus de monde aussi. Complètement. Euh, ouais, ça a toujours été là, je crois, d'une façon ou d'une autre. Et oui, et ça participe aussi à mon enrichissement, ce travail-là.
Ça me permet d'être présent, ça me permet, j'apprends énormément sur moi aussi. Hmm. Certainement. Une question. Donc, tout le monde va t'écouter, va écouter ton histoire. Moi, je pense que tu peux aider beaucoup de gens. Merci. Euh, comment dire, est-ce que tu peux peut-être, pour que les gens comprennent bien, parler du type de thérapie que tu proposes, comment tu aides les gens? Mhm. Euh, Alors, techniquement, là, ça va être un peu plus technique. Euh, D'abord, le travail sur moi que j'ai fait avec Dany et avec d'autres dans cette logique-là, c'est un travail psychocorporel. C'est-à-dire que le corps avait énormément de place dans le travail qu'on a fait. À travers des trans, à travers des danses, à travers des massages, à travers de l'escalade parfois, à travers plein de situations qui mettent en, en mouvement le corps. Il est évident que quand on travaille en visio, on ne va pas faire un massage. Mais néanmoins, dans ma vision, le corps est toujours très présent et la façon de travailler renvoie systématiquement au corps. hmm, C'est cette phrase qui est un peu rengaine, où je demande systématiquement comment c'est dedans, comment tu te sens dedans, pour renvoyer aux sensations systématiquement et un peu comme une... voilà. Après, en termes de structure, je suis guidé par trois choses. D'une part, l'approche narrative qui s'adresse aux histoires qu'on se raconte en fait, à l'histoire qui permet de changer l'histoire qu'on se raconte sur sa propre vie. En particulier parce que on a tendance à oublier des choses qui pourtant font sens et qui nous permettraient de nous rappeler des ressources hmm, qui sont bien présentes, mais qu'on a mis de côté. C'est Michael White qui a mis en place, je dirais, la thérapie narrative et qui dit qu'en fait, notre vie est pleine d'événements très signifiants, mais qu'on ne remarque pas. hmm, Je peux prendre un exemple que lui cite d'un homme qui se plaignait énormément de son frère, de son père, qui, d'après lui, ne s'en est pas suffisamment bien occupé. Or, en travaillant avec cette personne, il lui a fait prendre conscience que, en fait, son père était préoccupé de lui, mais ne se sentait pas à la hauteur et avait donc missionné son propre frère pour qu'il s'occupe de son fils. Et le fils, lui, ne percevait que le lien avec l'oncle et pas du tout le lien avec son père. Une fois qu'il a compris qu'en fait, le lien avec l'oncle hmm. était fait par délégation du père Ouais, qui ne se sentait pas à la hauteur, et tout s'est trouvé bouleversé pour cet homme-là. complètement. Tout s'est trouvé bouleversé. Et la thérapie narrative, c'est ça, en fait. C'est renouer avec des choses qu'on n'avait pas perçues. Alors après, et ça, la thérapie narrative, c'est fabuleux pour retrouver le sens de sa propre valeur. C'est pour ça que j'aime bien beaucoup m'appuyer sur le narratif au début, parce que ça permet de reprendre l'estime de soi, de récupérer la confiance en soi, notamment à travers les relations support qu'on a eues et qu'on a Mhm. souvent oubliées. Après, il y a un autre pilier pour moi qui est l'hypnose, et l'hypnose ericksonienne, qui s'appuie énormément sur le corps. Et on pourrait dire que l'hypnose, c'est un regard extrêmement focalisé sur les sensations du corps.
Alors ça s'intègre naturellement, ça part souvent et commence dedans, Mhm. qui va se développer, rentre en contact avec cette chaleur. Qu'est-ce qu'elle dit la chaleur? Et puis progressivement, on rentre comme ça dans une hypnose qui va venir renforcer le, le travail qui aura été amorcé en narratif, en fait. C'est Éric Bardot, hein, qui dit c'est justement que c'est pas l'hypnose qui fait la thérapie. L'hypnose ne fait que la rendre efficace, comme un adjuvant majeur, je dirais, mais qui effectivement rend les choses extrêmement efficaces. Et puis vient s'intégrer un troisième élément qui est l'approche systémique, qui travaille beaucoup sur les relations, l'homme étant perçu comme partie d'un système humain, mais aussi relation avec soi-même. Mhm. Et puis cette notion fondamentale que souvent on met en place des solutions qui ne sont pas les bonnes et qui deviennent enfermantes. Et la thérapie systémique permet de sortir de cet enfermement-là. Mais simplement dans un second temps, parce que parce qu'il faut avoir restitué suffisamment de bases de sécurité et de confiance en soi pour que les changements induits par l'approche systémique soient efficaces. C'est Julien Bedbez, encore un de mes maîtres à penser, qui dit que avant d'emmener le patient sur la berge pour transformer son regard, ben, il faut parfois reconstruire la berge. Donc, tu as dit trois éléments essentiels, si j'ai bien Ouais. compris. Premier, c'est rétablir un peu la confiance en soi. Rétablir la confiance en soi, la sécurité, le sentiment de sa valeur, oui, tout à fait. L'approche, l'hypnose et l'approche systémique. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment Les trois piliers. les trois piliers de. Voilà, après, il y a d'autres choses qui viennent de mes apprentissages antérieurs, hein, comme la PNL. Mais pour finir, la PNL, ça n'est jamais que les parties d'hypnose. Oui, parce que tu as été coach avant d'être Ouais, thérapeute. Ouais, ouais. ça, il faut le dire aussi. Donc, c'est un atout supplémentaire selon moi. Euh, Et donc, du coup, tu travailles avec, La t'as des PNL, clients qui sont qui ont eu des addictions aussi. Donc, tu peux aider les gens. Bien évidemment que tu es équipé pour ça. ouais, je travaille avec des gens qui ont des addictions, je travaille avec beaucoup de traumatismes aussi. Mm, Un peu, en fait, si on cherche bien, toutes les problématiques viennent à peu près de la même source, du même type de source. Chacun va décliner les effets à sa propre manière, mm, mais toutes les problématiques viennent toujours à peu près de la même source, à savoir un traumatisme, un manque d'amour correctement exprimé. mm. Je caricature en disant ça, bien sûr, hein. Il y a peut-être des gens qui me sauteraient à la gorge en me sortant des théories extraordinaires et certainement très justes. Mais en attendant, on va toujours retrouver cette faiblesse à la base qui est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, le manque de sentiment de sa propre valeur et au bout du compte, le manque de sentiment d'être aimable et aimé. Ouais. Mais ça, de toute façon, tu vois, tu le vois tout le temps avec tes clients et je crois que ton calendrier est assez chargé. Mettons, si moi, demain, j'ai une amie qui me dit qu'elle aimerait prendre rendez-vous avec toi. Elle va devoir attendre longtemps avant d'obtenir un rendez-vous. Est-ce que t'es... Si elle m'appelle de ta part, elle va obtenir un rendez-vous dans pas trop Oh longtemps. là là, c'est gentil. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un tel afflux que je suis obligé de canaliser un petit peu. Et là, bon, c'est un Hmm. peu artificiel, mais j'ai bloqué mon agenda un mois à l'avance parce que sinon j'ai trop de demandes et je ne peux pas tout absorber. D'accord. J'ai cette chance d'être très sollicité et c'est une vraie chance. Ouais, c'est pas que de la chance, c'est du travail et c'est de la reconnaissance.
C'est Ouais, bon signe. ça fait partie de mon bonheur. Donc, pour finir, j'aimerais te, comment dire, j'aimerais te laisser le mot de la fin. C'est-à-dire, est-ce que tu veux partager ce que tu veux, une pensée, une lecture, une expérience, ce qui te vient à l'esprit maintenant, tout de suite, pour clôturer la conversation. Je dirais deux choses. La première, c'est que c'est pas grave de tomber. Ce qui est important, c'est de se relever et de continuer à marcher. Et la seconde, mais qui est un peu dans la continuité, c'est que il n'y a pas besoin de faire des grands pas. Mais si on marche et qu'on ne s'arrête pas, on va très très loin. J'ai envie de dire amen, même si je ne suis pas pratiquante. Guillaume, je te remercie infiniment pour cet échange magnifique, pour ta générosité. Euh, je mettrai des éléments pour que les gens puissent rentrer en contact avec toi. Et après, ce sera à toi de voir si tu as de la disponibilité. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta générosité, le partage. Et puis, je sais que c'est pas toujours évident de revoir un peu son parcours. Ça peut faire remonter quelques émotions ou quelques petites choses. Ouais, C'est tu sais, pas toujours confortable. les émotions, c'est pas mauvais, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que j'apprécie ta générosité d'autant plus. C'est plein de bonnes larmes pour moi. Bah, ouais, c'est magnifique alors. Et moi aussi, je te remercie. Ça a été un réel plaisir.